Quand je serai grande, je serai astronaute. Quand je serai grande, je serai actrice. Lors de cet épisode, nous partageons avec vous les raisons pour lesquelles nous trouvons nécessaire de parler du racisme aux enfants racisés. Vous avez été nombreux et nombreuses à nous demander notre avis sur le sujet. Ici, nous avons une discussion avec Ulrich, dans laquelle nous montrons à l'aide d'études que les enfants, dès le plus jeune âge, ont connaissance et ont intégré les préjugés négatifs autour des personnes racisées. C'est pourquoi il est nécessaire d'avoir cette discussion avec nos enfants, afin de limiter au maximum les effets néfastes du racisme, tels que le stress, l'anxiété, le manque de confiance, le rejet, le harcèlement scolaire. Si vous souhaitez nous soutenir, nous vous demandons de partager autour de vous cet épisode ainsi que les autres épisodes du podcast. Vous pouvez partager aux enseignants, à vos amis, à votre famille. Et n'oubliez pas, mettez-nous 5 petites étoiles sur les applications d'écoute de podcast, telles que iTunes ou Apple Podcast. C'est ensemble que nous ferons bouger les choses. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Salut Doris. Salut Prisca. Comment ça va aujourd'hui ? Écoute, très très bien. Alors aujourd'hui nous allons aborder le sujet suivant qui est pourquoi parler du racisme avec les enfants racisés. Oui. Alors vous avez été nombreux et nombreuses à nous avoir posé des questions concernant en fait le moment où on pourrait parler du racisme avec nos enfants. Oui. Et est-ce qu'il fallait parler de racisme parce que c'est un sujet assez lourd et vous aviez peur en fait de que l'enfant perde son innocence Oui. assez tôt. Ouais, d'aborder une problématique qui n'était pas forcément quelque chose de joyeux, de gai. Et de facile. Et donc, c'est vrai que beaucoup de parents nous ont demandé est-ce qu'il fallait en parler très tôt ou attendre que l'enfant en parle de lui-même. Alors, c'est rigolo parce que c'est quelque chose qui se pose en fait en France, mais qui se pose pas partout. Clairement, par exemple, aux États-Unis, il y a le talk. C'est le moment où en fait les parents afro-américains vont parler du racisme à leur enfant. Il y a un âge où en fait c'est une conversation sérieuse où on va aborder, on va dire, le racisme que l'enfant pourra vivre dans le futur, on va dire. Voilà. Moi, je parle de mon cas précis. C'est vrai que c'est une question que je me suis posée et je me suis dit j'attendrai le moment où elle m'en parlera. Parce que c'est vrai que moi j'ai eu cette peur d'aborder le problème du racisme et que ce soit trop tôt, trop violent. Et j'ai espéré naïvement que ça arriverait le plus tard possible. Et c'est ça qui est aussi compliqué, c'est parce que il faut savoir que l'enfant va souvent commencer à nous parler du racisme quand il sera trop tard, quand il aura déjà vécu sa première expérience de racisme. Voilà. Et parfois même quand il en aura déjà vécu plusieurs. Oui. Et que c'est peut-être un moment où il ne saura plus comment faire, comment gérer, qu'il commencera en fait à se tourner vers un adulte. Oui, c'est vrai. Et donc, comme dit Prisca, c'est vrai que le sujet n'est pas abordé forcément dès la première, mais qui peut venir un petit peu plus tard. Moi, je donne l'exemple de ma fille parce que c'est ce qui s'est passé. Il a fallu attendre la 2e ou 3e agression raciste pour qu'elle puisse m'en parler. Je pense qu'en tant que parents, on espère que pendant longtemps, nos enfants ne le vivront pas. Cet espoir fait que moi, je fais partie des parents qui n'ont pas souhaité l'aborder tout de suite. Oui. Et ensuite, il y a aussi des enfants qui n'en parleront jamais, en fait. Et c'est pas parce qu'ils n'en parlent pas qu'ils ne vivent pas des choses, que ça soit à l'école, avec les copains, dans les activités extrascolaires. Et il y a des enfants qui vont pas en parler aux adultes autour d'eux, qui vont se renfermer, mais qui en réalité vivent des agressions racistes. On a eu des témoignages d'adultes qui n'ont jamais parlé de leur expérience raciste à la maison. C'est vrai. Voilà. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on avait décidé de vous parler de ça et d'expliquer en fait pourquoi c'est important d'en parler avec ses enfants assez tôt
parce qu'en réalité, les enfants discriminent et voient en fait là où les adultes prétendent ne pas voir la couleur. Voilà, en réalité, les enfants, dès l'âge de 3 mois, perçoivent déjà les différences entre les couleurs, entre par exemple une maman qui va être noire, une maman qui va être asiatique, une maman qui va être blanche. Et l'enfant va tout de suite déjà à 3 mois être capable de faire la différence. Et pas que vis-à-vis, on va dire, de la discrimination des couleurs, il est capable aussi de faire une discrimination de la langue. Très très tôt. Oui. Les enfants perçoivent aussi tout ce qui est verbal et non verbal. Donc même les humiliations, les vexations, les comportements racistes des autres, en fait, même si l'enfant ne va pas vous en parler, il le perçoit. Et qu'il ne met pas des mots dessus. Parce qu'il va pas mettre forcément des mots à 2-3 ans. On ne peut pas verbaliser ce qu'on peut ressentir et ce qu'on voit parce qu'on ne sait pas quel mot l'employer. Mais c'est intégré et tous les stéréotypes négatifs, il intègre. Et je pense que tout le monde a déjà entendu parler du test de la poupée. Oui. Qui a été fait, voilà, l'expérience de la poupée qui a été faite par les époux Clark aux États-Unis en 1947. Et c'est largement apparu que dès 3 ans, la majorité des enfants ont préféré jouer avec la poupée blanche. Oui. Parce qu'ils la trouvaient jolie, parce qu'ils trouvaient qu'elle avait une plus belle couleur de peau et qu'elle était gentille. Et cette expérience a été refaite, on va dire, dans nos années plus contemporaines, à nous. Ça a été fait en 2005, 2011. Voilà, c'est ça. Et ça a été fait pas qu'aux États-Unis, ça a été fait en Angleterre, en Italie, et ça a été reproduit vraiment plusieurs fois par plusieurs scientifiques, plusieurs chercheurs. Et il y a même eu parfois des variations, en fait. Voilà, c'est ça, dans les questions posées. Et on peut se rendre compte que, malgré tout, les stéréotypes, les enfants les ont encore parce que la majorité des enfants ont choisi la poupée blanche parce qu'il la trouvait plus jolie, il la trouvait plus gentille. Mais ce qui est terrible, c'est que quand on demande à ces enfants quelle est la poupée qui leur ressemble, quand c'est des enfants noirs, quand ce sont des enfants noirs, ils désignent la poupée noire. Donc c'est-à-dire que dès 3 ans, ces enfants ont intégré que le fait d'être noir, c'était pas beau et qu'ils étaient méchants. Donc quand on voit ce test, on se dit que c'est primordial d'aborder ces problématiques avec eux parce qu'en fait, ils les ont déjà intégrés. Il y a des non-dits qu'ils ont intégrés. Oui, parce que comme on disait tout à l'heure, les enfants, en fait, c'est des vraies éponges parce que ils sont dans l'obligation pour la survie, on va dire, d'être vraiment totalement ouverts à tous les signes et les signaux extérieurs. Que ça soit langagé, que ça soit au niveau corporel, que ça soit, on va dire, tous les stimulus. Par exemple, les publicités, les livres, les vidéos, la parole, la radio, toutes ces choses, en fait, ça rentre très facilement. Très, très vite. Et voilà, exactement. Et comme nous sommes des êtres sociaux, les enfants en fait intègrent très rapidement les règles de la société. Voilà, sans que nous puissions nous rendre compte en fait. C'est que nous on a encore cet espoir de se dire que on arrive à les épargner, mais en fait la société, les médias, l'école, les interactions sociales font que ils les ressentent. Ils les ressentent et ils les intègrent. C'est surtout ce côté intégré. Inconsciemment, sans effort. Voilà, devoir intégrer cette hiérarchisation qui est quand même très difficile à appréhender quand on est parent. Mais quand on voit ce test, parce qu'ils sont très jeunes, les enfants. Les 3 ans à peu près. Voilà, et on se dit, mais comment est-ce que ça a pu être accepté aussi facilement dans leur fonctionnement? Et d'ailleurs, dans ce test, il disait 76% des enfants choisissent de jouer avec la poupée blanche. Oui. 78% des enfants trouvent que la poupée noire est moche. Oui. Alors après, comme on disait tout à l'heure, il y a eu d'autres variations, variantes, oui. Et là, en fait, on voit que les enfants noirs ou les dessins avec des enfants noirs ou alors les poupées noires sont perçus, donc les personnes noires sont perçues comme méchants, moches, sales, voleurs. Oui. Voilà. On avait vu d'autres variations où on demandait quel était le plus sale, qui était le voleur,
qui avait volé. Qui avait volé. Voilà, c'était ça. C'était toujours, en fait, les enfants, alors, pas toujours noirs, mais les enfants racisés. Voilà, donc, parce qu'il y avait l'exemple d'autres enfants racisés, et c'était toujours l'enfant racisé. L'enfant racisé était perçu comme, du moins, en tout cas, pour tout ce qui était vol et saleté. Saleté. Et méchanceté. Méchanceté aussi. Méchanceté aussi. Donc ça montre bien, plus de la majorité des enfants de 3 ans ont déjà intégré ça. Oui. Alors pareil, dans ces expériences, il y avait des enfants asiatiquetés, des enfants noirs, des enfants blancs, des enfants maghrébins, des enfants roms. Voilà, roms. Et en fait, à chaque fois, tous, dans la majorité, peu importe, on va dire, la couleur de peau, avaient intégré ça. Oui. C'était clair, net pour eux. Oui. Sans hésitation. Sans hésitation, C'est ce qui nous a frappé. Voilà. Il y a même pas eu de réflexion. Ouais. C'était tout de suite pointé. Ouais, un centième de seconde. Un centième de seconde. C'était lui. C'était lui. Et on s'est dit, quand même. C'était un réflexe. C'était un réflexe, voilà. Ça faisait, c'était à la limite du réflexe. Non, parce qu'ils ont même pas réfléchi. Ils pointaient tout de suite les photos. On s'est dit, d'accord. Ouais. Donc c'est quelque chose qui est bien ancré dans les sociétés, en fait. Cette hiérarchisation, ce jugement qui est lié aux personnes racisées. Alors c'est pour ça, quand vous vous posez la question, en fait, est-ce qu'à 3 ans vous pouvez parler de racisme à votre enfant? En fait, il l'a déjà intégré, ça. Oui. Il a déjà connaissance de tous ces stéréotypes. Et c'est pour ça, quand Raki Kassi, on avait fait l'épisode sur la menace du stéréotype, quand elle parle de menace du stéréotype, c'est les enfants racisés ont déjà conscience de ça, des stéréotypes et des préjugés qu'il y a concernant leur couleur de peau, leur apparence. Donc le fait de se dire qu'ils sont moches, que leurs cheveux sont moches, qu'ils la sont langue, mauvais, que la langue n'est pas, voilà, c'est ça. De pas la parler devant les copains, tout ce genre de choses, c'est intégré. Voilà. C'est déjà intégré. À 3 ans, ils ont déjà connaissance de tout ça parce qu'ils sont socialisés, en fait. Voilà, donc à moins de les crèche, mettre, oui, c'est ça. Voilà, c'est ça. Ce qui est important aussi de dire, c'est que les enfants le savent parce que ils sont en interaction quotidienne avec les adultes, avec des personnes autour. Oui. Donc, même à la crèche, quand on parlait de langage non verbal, Ulrich, t'avais vu, toi, un article qui expliquait comment... C'est Zimmerman qui avait fait une étude en 1978 sur le non-verbal des enseignants de la maternelle à l'élémentaire. Comment est-ce que ça se traduisait en rapport avec les enfants. Et il avait fait un test sur ce qu'il demandait, qui était antipathique, qui était beau, qui était attirant, qui était indifférent aux enfants. Et en fait, les résultats étaient que dans le non-verbal, les maîtresses avaient un rejet et avaient des pratiques discriminatoires envers les enfants d'ouvriers immigrés. Par contre, quand ils arrivaient en élémentaire, c'était beaucoup moins flagrant, ça se traduisait plutôt par de l'indifférence totale. C'est comme si ces enfants n'existaient plus. Et ces enfants l'intégraient. Et Zimmerman parle même d'un non-regard. D'un non-regard du système éducatif envers ces enfants. Sauf qu'un non-regard, ça induit... tu n'existes pas. Voilà. Tu n'es pas là. Tu ne fais pas partie des élèves. Voilà. Sauf que ces enfants le ressentent. Et on se dit, si déjà dans le non-verbal, donc bien sûr, dans leur pratique, ce n'était pas montré ouvertement, mais dans leur comportement, ça traduisait en fait ce rejet qu'ils avaient envers ces enfants. Non mais oui, clairement. Donc quand on dit que les enfants l'intègrent, c'est aussi parce que des signaux extérieurs, des images, des comportements, des mots, on fait qu'ils les ont déjà intégrés. Voilà. Ne serait-ce que à la naissance, quand on va chez le pédiatre ou quand on va chez l'infirmière ou quand on le fait de traiter en fait les corps des enfants racisés différemment, c'est déjà quelque chose. C'est que insigneusement en fait on met déjà une différence sur la façon dont on touche les enfants, que ça soit à la crèche, avec plus de brutalité. Par exemple, avec le fait de se dire il est plein de muscles cet enfant, de toute façon il est petit, voilà, exactement. Donc ce genre de mots, ce genre de comportement déjà en fait va faire ressentir quelque chose en fait à l'enfant. Par exemple, si un enfant blanc le traite avec douceur, avec empathie, avec attention, et que l'autre est traité, on va dire, avec plus de brutalité, de brusquerie, les personnes inconsciemment en fait leur rejet, leur dégoût, on va dire, de l'autre, ils ne s'en rendent même pas compte. Oui, c'est ça en fait. Et cette étude le montre. C'est qu'en gros, ils ont répondu de manière tout à fait naturelle, on va dire.
Et les résultats ont été un peu étonnants pour eux parce qu'ils ne pensaient pas que ça allait traduire, comme il dit, un rejet raciste. Parce que c'est ce que dit Zimmerman. Hein. Il dit c'est un rejet raciste de la part, et même de la, c'est pas de la répugnance qu'il disait, mais un dégoût. Un dégoût des maîtresses de maternelle d'avoir ces enfants qui avaient une approche beaucoup trop corporelle, puis qui sont en maternelle, donc l'approche physique est un petit peu plus présente. Et donc, il y avait un sentiment de dégoût de ces maîtresses-là. Donc, c'est quand même dur de se dire que nos enfants peuvent ressentir ça de la part de leur maîtresse dès la maternelle. Ouais. C'est violent, en fait. Hein. C'est violent. Et de le voir écrit, on se dit... Et lui, il prend pas de détour, hein, puisque lui, il emploie carrément le terme raciste. Et on se dit que finalement, c'est pas trop tôt. On n'en parle pas trop tôt. Et c'est peut-être pour ça qu'aux États-Unis, ils en parlent avant que leurs enfants rentrent à l'école. Tout à fait. Parce que c'est ce qu'ils font tous. Avant que l'enfant rentre à l'école, c'est là qu'il y a les premières discussions sur le racisme. Et du coup, ça me rappelle en fait l'expérience qu'il y a eu sur le sexisme, sur les expériences de genre, où dans une crèche, je sais plus son nom parce que tu vois, comme d'habitude, je me rappelle pas des noms. Hein. Donc il y avait eu une expérience avec dans une crèche où les personnes avaient le personnel de la crèche avait l'impression de ne pas avoir de stéréotypes genrés. Et comme ils ont été filmés, ça a été clairement démontré qu'ils avaient des stéréotypes genrés. Pourtant, tout le monde s'en défendait en se disant non, nous on fait absolument aucune différence entre un petit garçon et une petite fille. C'est ça. Quand on parle en fait aussi des biais racistes, les personnes vont vous dire qu'ils ne font aucune différence, qu'ils voient pas la couleur, que pour eux tout le monde est pareil, qui sont voilà. Et du coup, c'est compliqué, on va dire, hein, parce que la personne déjà elles se sont accusées d'être racistes. Alors quand on dit on peut avoir des biais racistes, elles se sont voilà, et en plus il y a ce côté en fait moral derrière, on va dire. C'est pas quelque chose quand on parle du racisme. Déjà, c'est un vilain mot, c'est un gros mot, quelque chose de pratiquement imprononçable. On ne dit pas que les gens sont racistes. Biais, discrimination raciale parfois. Quand on arrive à en voir, mais c'est toujours le terme biais. Oui. Biais, représentation. Voilà, mais c'est ça. Le mot raciste n'est jamais employé tel quel. Parce qu'il y a une espèce de peur autour de ça. Et d'ailleurs, quand tu lâches quelque chose comme ça, si tu dis à quelqu'un dans une discussion, non mais c'est super raciste. Non mais là, tu as lâché une bombe là. Hein. Voilà. Clairement, la personne, voilà, il y a une déconnexion au niveau du cerveau et tu lui as dit que tu étais raciste Tout en tant que personne. personne. Après, n'a plus d'importance. Exactement. Donc c'est pour ça que c'est aussi très compliqué de parler aussi du racisme et de pouvoir conscientiser le personnel qui va être autour de l'enfant, parce que déjà, il va falloir prendre des pincettes à chaque fois pour chaque mot, pour pas que la personne se sente accusée d'être raciste. Et en plus de ça, elle est sur la défensive souvent parce que en fait le racisme ça ramène à plein de choses et qu'en France le racisme n'existe pas en fait, n'existerait pas. Selon des valeurs républicaines. Exactement. Et donc, du coup, ça empêche aussi de parler de tout ça clairement et sereinement. Et du coup, le racisme, c'est aux États-Unis, c'est l'apartheid, c'est en Afrique du Sud, mais c'est sûrement pas, c'est très loin en France, du territoire français. Voilà, c'est ça. Ça reste un déni de la part de l'éducation nationale qui conduit au fait que quand ils sont alertés sur tout ce qui est problème de racisme ou de discrimination, on en revient toujours à minimiser. Oui. C'est ce que Fabrice Dume appelle la dénégation. C'est-à-dire qu'en gros, c'est sous-estimé et c'est minimisé dans le côté c'est quelques personnes et c'est toujours dans le côté victimisation. Voilà. Ouais, ce terme victimisation. Voilà. Et il l'emploie d'ailleurs. Hein. Il l'emploie et il dit qu'en gros, c'est toujours sous le prisme de la victimisation que sont vues les personnes qui vont dénoncer. Ça va jamais être dans une optique d'écoute, d'échange, de chercher des solutions. Mais c'est pas Jocelyne Stier-Fénard aussi qui avait parlé de ça, celle qui était l'universitaire qui a fait des études justement sur le racisme à l'école. Oui. Les enfants, elle a pas fait d'études sur le racisme à l'école, elle a fait un truc sur les enfants d'immigrés. Voilà, en toute façon dans toutes les études le mot racisme n'est vraiment jamais dit. Non, c'est les enfants d'immigrés. Voilà. C'est comment les enfants d'immigrés vivent à l'école, comment voilà. Mais c'est toujours c'est jamais ouvertement dit. C'est jamais ouvertement dit parce que
comme le dit Dume, il se trouve il y a cristallisation. Voilà, il y a cristallisation, il y a refus. Donc ils sont limite obligés de minimiser, de détourner leur approche pour ne pas se retrouver face à un mur. Donc ça montre bien les difficultés à accepter et à intégrer que il y a du racisme en France et surtout dans le système éducatif et que ça ne peut pas être un endroit clos, hermétique à tout ce qui se passe à l'extérieur. Comme tu le dis, on est des êtres sociaux qui avons besoin d'interaction. Donc ça voudrait dire que tous nos vécus, tous nos ressentis, il les laisse à la porte de l'école et puis on rentre comme ça. Il y a une frontière. Il y a une frontière. C'est un monde parallèle. Oui, c'est ça. Et du coup, a recueilli en fait les témoignages des personnes racisées qui étaient dans cette école, dans un collège. Et à chaque fois qu'une personne parlait de son vécu racisme, elle parlait de victimisation. Ben oui. Et puis toi, t'as été témoin récemment. J'ai été témoin parce que dernièrement, donc je vais chercher une petite fille à l'école. Oui. Et il y a la maîtresse qui est en train de parler avec une autre maman, enfin une maman et un papa juste à côté de moi. La maman, elle porte un voile, sa petite fille est à côté et sa petite fille s'est fait voler quelque chose par une autre petite fille blanche à côté. La maman dit que c'est pas la première fois que ça arrive. La dernière fois, elle avait déjà pris son stylo et la maîtresse, en fait, dans le langage corporel, elle est en train de caresser la petite fille qui avait volé. La petite fille était devant elle, elle la prenait un peu dans les bras et elle lui caressait la tête et elle disait « Mais non, mais de toute façon, c'est pas grave ». Voilà. Et elle arrêtait pas de lui dire que c'était pas grave. Et l'autre à côté, en fait, voulait qu'on lui rende ses affaires. Bah oui. Et sa maman disait, non, mais c'est pas la première fois que ça arrive et j'aimerais bien que ça ne se reproduise plus. Et dès que la maman est partie, donc la maman n'était pas du tout fâchée, elle expliquait juste que c'était plusieurs fois. La maîtresse n'a pas eu un mot pour la petite qui s'est fait voler. Voilà. Et dès que la maman est partie, la maman qui portait le voile est partie, la maîtresse, elle s'est mise à dire, non mais quand même, en faire tout un patafoin. Alors déjà, elle avait pas fait tout un patafoin, j'étais juste à côté. Et elle est en train de minimiser en disant, mais de toute façon, avec ces gens-là, voilà. Elle a dit ces gens-là. Et elle essayait, on va dire, de minimiser les choses. Voilà. 2, elle a dit ces gens-là. Qui sont ces gens-là? Voilà. Et 3, la maîtresse se met au niveau de la petite fille. Elle a continué à dire que le problème était la petite fille. Là, c'est cette démarche qui a abouti à dire que on est dans une victimisation. Et voilà. Et le fait que dès que la maman est partie, elle a dit ces gens-là. Mais de toute façon, le problème du racisme pour nos enfants à l'école, ce ne sont pas les enfants. Ce sont les adultes. Les adultes encadrant déjà, parce que, comme on dit, dans leur comportement, dans leur non-verbal, même si c'est pas dit explicitement, dans leur non-verbal, ça montre que le rejet, il est là, il est perçu par nos enfants. Tout à fait. Et il faut savoir aussi que, par exemple, quand on était avec Raki Kassi, ils ont fait une étude pour savoir si les enseignants avaient comment est-ce que les stéréotypes influer sur la perception des enseignants sur les élèves. Tout à fait. Et le résultat, comme elle l'a dit, ça a été difficile à accueillir parce que tout de suite ils se sont sentis agressés parce que c'était pas possible pour eux d'avoir des stéréotypes et des préjugés, d'être discriminants. Et au final, cette étude a montré que si ils avaient des préjugés sur les enfants. Exactement. En fonction de leur couleur de peau et de leur quartier d'origine. Tout à fait. Donc tout ça influe. Donc faut se dire que un enfant, il reproduit ce qu'il entend, mais pas qu'au sein de la famille. Pas qu'au sein de la famille. Voilà. Non. Il reproduit en fait ce qu'il voit et ce qu'il entend. Il intègre, voilà, exactement, et pas que des adultes, des dessins animés, des publicités, à la radio, de l'environnement, tout simplement. Comme tu dis, c'est une éponge. Donc c'est pour ça le système éducatif, c'est dans son fonctionnement qu'il faut revoir les choses, parce que déjà faut admettre, puisqu'on part du principe que les stéréotypes de genre ont des effets. Alors pourquoi est-ce que les stéréotypes liés à l'origine des personnes n'auraient pas effet? Être antiraciste, ça devrait faire partie tout simplement de l'éducation à l'école. Et quand on parle en fait de racisme à l'école, c'est toujours emmené encore une fois aux États-Unis. On va vous parler de Martin Luther King, de Nelson Mandela en Afrique du Sud, de Angela Davis. Voilà. Mais en réalité, il est très compliqué de parler du racisme en France. Mais ça, c'est aussi historique. L'esclavage, par exemple, a toujours été hors de France, hors du territoire de l'Hexagone. Voilà, c'était en Martinique, en Guadeloupe, mais ce n'était pas
sur le territoire hexagonal. Oui. Donc, à partir de là, en France, on a toujours l'impression que le racisme, c'est un ailleurs. On est capable de voir ce qui se passe aux États-Unis, mais les mêmes choses se passent ici pour les Noirs, les Asiatiques, les Maghrébins en France. Il y a une longue histoire de racisme. Il y a une longue histoire de racisme qui est complètement niée et en fait, on ne peut pas en parler. Non. D'où l'importance de parler de ces problématiques à nos enfants, mais sans entrer. Moi, je pense qu'on n'est pas obligé de rentrer dans des détails très très durs, mais d'essayer d'aborder ça le plus naturellement possible. Et je pense qu'on risque d'avoir des surprises. Moi, j'ai été très surprise quand ma fille m'en a parlé en moyenne section, de me rendre compte que elle avait eu plein de réflexions de ses copines. Donc, je suis tombée de haut. Mais je pense que c'est une discussion qui peut être sereine. Je pense qu'elle peut être sereine à partir du moment où on a commencé assez tôt à en discuter. Oui. Et le premier point, c'est de se dire donner confiance à son enfant. Le premier allié de son enfant, c'est nous au sein de la maison. De faire en sorte que la structure familiale, la structure au sein de la maison soit aimante, protégeante. Et on va dire qui peut donner de la force à l'enfant aussi. Parce que si le monde extérieur est agressif, que l'enfant puisse au moins trouver du réconfort à la maison. Et ça, c'est très important. Quand on est un parent racisé, qu'il y a aussi un poids supplémentaire de la protection de l'enfant. Il y a des choses que des parents blancs ne penseraient même pas et que nous, en fait, on va devoir penser et rien que de se dire comment mon enfant va vivre le racisme à l'extérieur, comment va-t-on percevoir mon enfant, comment ça va se passer avec son rapport avec la maîtresse, exactement, avec les instituteurs. Exactement. Et on a encore une fois une charge mentale en tant que personne racisée, ne serait-ce que pour la protection de nos enfants contre le racisme. Voilà. Donc, c'est vrai que c'est important vraiment de donner confiance en soi. Et donner confiance en soi, ça passe aussi par l'histoire, en fait, notre histoire, l'histoire de nos parents, de nos grands-parents, et que nos enfants pourraient avoir une connaissance non stéréotypée des pays d'origine des grands-parents et autres. Et ça, c'est important. Je vais donner un exemple clair. Ma fille est allée chercher en fait un livre avec l'école. Elle a pris un livre sur Madagascar parce que le seul livre sur Madagascar qu'elle a trouvé, c'est un livre avec un enfant avec une mouche sur la bouche, un t-shirt déchiré et autres. Donc elle rentre à la maison, elle regarde le truc. Donc moi j'avais pas vu au début. Donc il y a un moment, elle me dit moi je suis pas malgache. Et il y avait ma maman à côté. Et on lui dit comment ça, t'es pas malgache? Bon, je laisse passer. Je dis bon, ça n'est pas malgache pour aujourd'hui. Peut-être que dans 3 jours elle y sera. Donc je sais pas. Et au bout d'un moment, je me rappelle du livre quand même et ça me fait tilt. Donc je laisse un petit peu passer et je lui demande de me montrer ce livre. Donc elle me montre et là je vois. Voilà, un enfant avec t-shirt déchiré, tous les stéréotypes, on va dire, qu'on leur présente, encore une fois. Voilà. Parce que l'enfant noir va être forcément assauvé, avec sale, ne mangeant pas, et avec tous les trucs dégradants qu'il peut avoir, en fait, déshumanisé, comme un animal pris en photo, comme ça. Donc, je regarde le livre, je feuillette le livre avec ma fille, je regarde page par page. Et je lui dis, qu'est-ce que t'en penses de ce livre? Et elle me dit, mais non, mais Madagascar, c'est horrible. Elle est déjà allée à Madagascar, c'est pas comme ça. Et je lui dis, mais t'as le souvenir de Madagascar? Elle me dit, oui. C'était comme ça? Non. T'as vu des choses comme ça? Elle me dit, il y a eu des fois, oui, il y avait Je dis, d'accord. Et je lui ai dit, écoute, est-ce que t'as déjà vu des gens dormir dehors en France? Elle me dit, oui. Je lui dis, t'as déjà vu des enfants dormir dehors en France? Elle me dit, oui. Et je lui dis, par contre, juste un truc. Est-ce que t'as déjà vu un malgache prendre l'avion, faire 10 000 kilomètres, aller à Paris, prendre des photos de toutes les personnes pauvres de France, en faire un livre, retourner à Madagascar et le vendre? Et là, je lui ai juste montré quelque chose. Elle m'a regardée et je dis, est-ce que tu trouves ça normal que cette personne qui a fait ce livre fasse 10 000 kilomètres, prenne des photos de tous les enfants pauvres, sans aucune autorisation, je suppose, bien sûr, prenne des photos pour apitoyer le monde avec des enfants avec une mouche? Je dis, qui fait ça? Quel type de personne va aller photographier dans le monde des personnes avec une souffrance? Qu'est-ce que ça veut dire de cette personne qui a pris ces photos et qui en a fait ce livre? Je dis, le jour où tu trouves un livre écrit, fait par un malgache, qui va prendre des photos de tout Paris, toute la saleté de Paris, toute la pauvreté de la France, tu me le montres. Je dis, nous, à Madagascar, on fait pas ça. En fait, j'ai retourné la chose en lui disant, regarde, le problème, ce n'est pas Madagascar, le problème, c'est que la représentation de la personne. Une personne est partie à l'autre bout du monde pour prendre des photos que des personnes pauvres, que des clichés.
Et qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Pour moi, c'est problématique. Oui. Je n'ai jamais vu des gens faire ça de Paris. Non. En France. Pourtant, il y a des pauvres. Oui. Et ça, je pense que c'est pour ça que je dis c'est important que l'enfant... Ma fille savait comment était Madagascar. Elle n'avait pas vu autant de choses horribles en un seul livre. Oui. Et c'est important de décortiquer avec nos enfants les images qu'ils voient et de montrer que c'est problématique. Oui. Je vais donner un autre exemple. L'autre fois, ma petite, la toute dernière, dit oui, elle m'a traité de caca. Je dis d'accord. Et ben, je lui dis, écoute, tu poses la question à ta copine, est-ce que ça la dérange si tu l'appelles tête de cochon rose ou alors face de peau de poulet? Et elle me dit, pourquoi ça? Et je dis, t'es choquée de ce que je viens de dire? Elle me dit, bah oui, c'est horrible, c'est méchant. Je dis, d'accord. Donc, tu es en train de me dire que ta copine, elle te traite de caca. Je dis, toi, t'as vu? Tu as tout de suite été choquée que je puisse dire à ta copine, en fait, que c'est... Voilà. Tu as une éducation, tu as des valeurs. Tu n'irais jamais insulter quelqu'un comme ça. Donc, demande juste à ta copine pourquoi elle fait ça. C'est important aussi que l'enfant, en fait, se rende compte que ce n'est pas normal et que la personne qui est en face d'elle, qui l'agresse, a un comportement pas normal et que c'est pas elle le problème. Le problème, c'est qu'est-ce qui se passe dans la tête de cet enfant? Quelle a été son éducation pour qu'il ose tout simplement agresser un autre enfant de cette façon et lui parler de cette façon? Moi, je dis à ma fille, tu connais des choses méchantes qui pourraient faire du mal aux autres? Elle me répond oui. Je dis, qu'est-ce qui t'empêche de le faire? Qu'est-ce qui t'empêche de le faire? Ce n'est pas toi le problème. Tu es assez empathique vis-à-vis d'autrui pour ne pas l'insulter. En fait, pourquoi c'est ça, cette personne en face de toi a ce problème? Oui. Mais en fait, c'est ça. C'est ça, comme tu dis. Leur montrer que ce n'est pas eux le problème. Voilà. Vraiment. Et décortiquer avec eux le problème de l'autre. Oui. Sachant que on a tous en mémoire toutes les insultes racistes qu'on a pu avoir et comment ça nous a fait mal. Exactement. Alors, moi, j'invite aussi les parents à questionner parce que c'est important de questionner, en fait. Demander, par exemple, donc, pour vous, le comportement de ma fille, là, de 3 ans, serait quelque chose de pas normal. Donc, expliquez-moi en quoi c'est pas normal par rapport à tous ces autres enfants que vous avez pu voir à l'école. À quel moment mon enfant a fait quelque chose qui sort de la norme, si grave pour un enfant de 3 ans? Est-ce qu'on peut en discuter? Et quand elle dit, par exemple, je pense qu'elle en a fait exprès. Alors, vous pensez qu'elle en a fait exprès, mais qu'est-ce qu'elle vous a dit, elle? Voilà. Parce que c'est aussi ça, c'est interpréter, par exemple, le comportement de l'autre parce que, bien sûr, il y a une méchanceté chez l'enfant racisé. C'est les autres enfants, voilà. Chez les autres enfants, il n'y a pas une méchanceté. Il est important de questionner les personnes. Et souvent, quand on questionne les personnes, sans les accuser, on les met face à un problème, à leur propre comportement. Et c'est important aussi d'apprendre à nos enfants à questionner les autres, les adultes comme les enfants autour d'eux. Ça, c'est quelque chose qu'on a eu du mal à faire, nous, nos générations. Parce que moi, je parle de mon cas. Hein. Moi, je suis dans une famille où l'échange, on va dire, n'était pas trop permis. Voilà. Mais moi, je suis énormément dans l'échange avec mes enfants, hein, même dans ma manière d'être mère. On a des discussions là-dessus. Parce qu'en fait, j'ai envie qu'ils aient cette liberté de ne pas avoir peur d'exprimer et qu'ils prennent de l'assurance, en fait. Pour que face aux difficultés extérieures, ils aient la répartie. En fait, c'est ça, en fait, la répartie de pouvoir dire à quelqu'un qui a un comportement raciste, moi, on m'a pas appris ça. Ce que tu es en train de me dire, c'est un peu bizarre. Sous le ton d'un enfant qui pose des questions. Mais je les autorise, en fait, même avec des adultes. Tout à fait. De poser des questions quand elles sentent que l'injustice est là et qui est caractérisée. Je peux aussi donner un autre conseil qui est assez intéressant. C'est un conseil que j'ai entendu par Marie da Silva. Elle expliquait en fait de noter ses meilleures punchlines sur un cahier. Parce que c'est vrai que moi, c'est ce que je conseille aussi aux enfants, aux adolescents, de se dire parfois, on peut pas être toujours sur le qui-vive. Et parfois, il y a un truc raciste qui tombe parce que ça tombe toujours quand on s'y attend pas. Et ça te cloue. C'est tellement violent qu'en fait, les personnes ne savent pas quoi y répondre. C'est pas grave parce que figurez-vous que ce sera pas la première, ce sera pas la dernière. Donc ce truc raciste va revenir encore à un autre moment. Notez-vous vos punchlines. Ça veut dire qu'il faut que ça soit un automatisme. Et c'est réparti voilà, aussi. C'est ça, c'est réparti, exactement. De se dire, j'aurais dû dire ça. Écrivez-le, et la prochaine fois, ça sortira tout seul. Un truc tout bête aussi, l'effet miroir fonctionne très bien, réellement. Parce que c'est ce que je dis, en fait. C'est toujours notre place, la place de nos enfants qui est questionnée. Renversons les choses.
quand on met la main dans les cheveux des enfants noirs, c'est simple. Mettez la main dans les cheveux. Pareil, votre enfant doit pouvoir mettre la main dans les cheveux de son interlocuteur en face. Et je peux vous assurer que ça va tout de suite, la personne va comprendre tout de suite, sans aucune explication. Vous n'auriez même pas besoin de dire oui, mais ça se fait pas parce que tu sais, on ne touche pas les gens comme ça. Et au bout d'un moment, la personne, elle arrête parce que elle est gênée. La personne comprend tout de suite la distance sociale qui est nécessaire entre deux personnes. Ça veut dire que on ne tripote pas les cheveux des gens comme ça. Et je trouve que parfois l'effet miroir, ça évite en fait des discours de 30 minutes pour expliquer le pourquoi on ne tripote pas les cheveux des autres. Voilà, c'est sûr, simplement. C'est sûr. Et c'est pour ça que ce qui est important, c'est vraiment de prémunir nos enfants, sans les mettre dans une psychose de la peur, mais parler de ça naturellement, que ce soit quelque chose de facile. Moi, je sais que même dans les dessins animés, et par étapes. Et par étapes, dans des dessins animés, quand je vois du racisme, j'éteins. Donc à ma grande, j'ai un discours. Et à ma petite, pourquoi, je lui explique dans les détails parce qu'elle a un âge de comprendre. Et à la petite, je lui dis parce que tu vois le monsieur qui est dessiné. Est-ce que tu trouves qu'il ressemble à maman? Elle me dit non, pas du tout. J'ai dit est-ce que maman elle est comme ci? Est-ce que maman elle a ça? Est-ce que maman elle a ce nez là? Est-ce que maman elle a cette peau? Est-ce que non. Donc tu vois, c'est pas bien dessiné. Elle dit non. J'ai dit est-ce que tu trouves ça joli? Non, donc on regarde plus. Ah oui, on regarde plus. Donc en fait, c'est quelque chose de quotidien maintenant que je fais maintenant. Dans nos échanges avec mes enfants, même des histoires, même des histoires où quand je trouve des poésies ou certaines choses dans leur cahier. Mais c'est super important ce que tu dis. Que je ne trouve pas normal. On en parle. Tout à fait. Et puis je mets un petit mot. Je mets un petit mot à la maîtresse en disant moi ça non. Mon enfant non. Il faut regarder aussi les choses que nos enfants apprennent à l'école, parce qu'il y a énormément de livres et de supports racistes, comme par exemple il y a le livre Lou là, par exemple. Ah non mais c'est l'horreur, insulte à l'intérieur. Et en fait c'est des choses qui sont utilisées comme support pour l'apprentissage, support et tout ça pour l'apprentissage. Et en réalité c'est ça. En fait nos enfants intègrent des préjugés racistes et en fait, encore une fois, vont être agressés lors d'un cours, tout simplement. Voilà. Et puis même en dehors des cours. Moi, je sais que ma fille, elle a les quarts d'heure lecture, où ils ont accès aux livres de la bibliothèque. Moi, je lui demande toujours ce qu'elle a vu ou ce qu'elle a lu. Parce que c'est pas parce qu'on est dans une bibliothèque scolaire que les livres n'ont pas de problème. Et donc, moi, je demande toujours. Je demande toujours parce que j'ai appris qu'il y avait Astérix et Obélix dans son école. Et tout le monde connaît le pirate de Astérix et Obélix. Donc voilà. Donc moi, par exemple, je lui ai dit, je ne suis pas d'accord que tu regardes ça, et je lui ai expliqué. Donc même sans entrer en confrontation, dans leur entourage scolaire, ils sont confrontés au racisme et aux images violentes. Et parfois, pour les enfants où vous avez un doute, où il s'est passé quelque chose, vous savez pas trop quoi, vous prenez des petits Legos, par exemple, des Playmobil, des Legos, un petit jeu, une poupée. Parfois, en jouant avec l'enfant, avec des petits jeux, en disant, tiens, des petits jeux de rôle, sans mettre son nom à lui, on peut avoir des histoires comme ça. Ça veut dire que l'enfant va sortir une insulte qu'il aurait pu entendre, par exemple. Et du coup, en jouant avec l'enfant, des fois, mine de rien, on a énormément d'informations sur ce qui se passe, comment les gens se comportent avec eux. Et c'est une façon aussi de faire parler son enfant, c'est de jouer avec lui. Mais jouer, en fait, à des personnages, à raconter des histoires et à laisser aussi l'enfant raconter des choses. Et c'est aussi comme ça qu'on apprend aussi à déconstruire des choses qu'on a pu voir à la télé. Pour moi, je rejoue parfois avec ma fille sur des images choquantes qu'il aurait pu avoir. Donc j'explique en jouant, tiens, moi j'ai vu ça et tout ça, et dire aussi par exemple, pourquoi ça va pas, moi j'aurais bien aimé que ça soit ça, pourquoi tu m'as dit ça, enfin voilà. Donc c'est le fait que l'enfant puisse le jouer, ça permet aussi de travailler sur son discours, sur ce qu'il a pu percevoir, l'entendre sans avoir un entretien, parce que ça peut être aussi un peu intimidé, c'est pas quoi dire, est-ce qu'il dit bien, il dit pas bien. Moi, quand je parle de tout ça, je suis en pleine activité. Voilà. Soit on est en train de cuisiner, soit on est en coloriage, c'est ça. Ou on fait toujours quelque chose, c'est jamais en face à face. Exactement, c'est faire un petit jeu, c'est toujours détendre l'atmosphère sans avoir le côté confrontation du face à face aussi. Oui, parce que c'est intimidant quand c'est en face à face. Que là, c'est des sujets lourds, donc faut aussi essayer de l'apporter avec sans aller faire un interrogatoire à son enfant. Et moi je trouve que ça nous permet d'avoir une légèreté dans ce qu'on dit.
quand j'entends par légèreté, je ne dis pas de surveiller le sujet, mais de ne pas avoir cette émotion qui peut transpercer quand on a notre enfant face à face. Ça permet d'avoir une discussion un petit peu plus apaisée. Parce que quand son enfant dit qu'il s'est fait insulter, tout de suite la réaction c'est la colère qui peut arriver. Et bien sûr, parce qu'on a déjà vécu et on sait ce que c'est. Et on sait ce que c'est, on sait que la douleur que ça provoque. Donc de faire ça pendant des activités, ça permet que ce soit beaucoup plus posé, beaucoup plus apaisé, parce que les enfants sentent notre désarroi, notre colère. Mais justement, on peut aussi leur dire, je suis en colère et toi tu as le droit d'être en colère. C'est quelque chose d'agressif. Voilà, c'est ça. C'est quelque chose qui ne se fait pas et tu as le droit d'être en colère contre cette injustice, on va dire, et cette agression que tu as reçue. Et je pense qu'il faut pas non plus cacher ces émotions. Non, faut pas cacher, mais au moins ça évite que l'explosion. Ça évite l'explosion en fait. Ça permet de le dire un petit peu plus apaisé. Parce que il y a l'entourage qui fera que ça va être plus facile d'aborder et que ce soit moins dans l'émotionnel en fait quand je dis ça, moins dans l'émotionnel sur le moment. Et moi je trouve que ça m'aide. Alors c'est vrai que on est des êtres sociaux, c'est ce qu'on disait. On apprend énormément de ses parents. Oui. Donc c'est pour ça que le rôle du parent est quand même très important. Oui. Le rôle de l'école. Donc en apprenant de l'école, c'est aussi important de demander quand il y a un incident à l'école. De demander au personnel scolaire qu'il y ait quelque chose de fait, on va dire, une sensibilisation. Oui. Et une sensibilisation, je parle là aux enseignants qui nous écoutent, ce serait bien aussi de prendre des personnes qui viennent de l'extérieur et des personnes aussi racisées qui puissent parler. C'est surtout que quand on voit en fait ce qui est mis en œuvre par l'éducation nationale en matière de racisme, ça se base tout de suite sur les valeurs républicaines. Comme si parler de racisme, c'était une minorité qui, par leur identité culturelle, allait saper les valeurs républicaines. Et en gros, moi je vois les cours d'éducation civique, ils ne sensibilisent pas. En fait, ils rappellent les valeurs républicaines, que c'est l'égalité, la fraternité. Pour moi, c'est pas ça l'antiracisme. C'est pas ça être antiraciste. C'est être antiraciste, c'est expliquer aux gens que leur comportement, de telle manière, ça c'est raciste. Et arrêter aussi de dire en fait, de parler de l'étranger, en fait non, les personnes que vous voyez dans la majorité, il y a une espèce d'amalgame aussi dans les écoles parfois. Ce sont des enfants français. Voilà. Donc ils sont pas étrangers. Et que et que 2e, 3e, 4e génération, non, ils sont français. C'est pas parce que en fait cet enfant est asiatique qu'elle est chinoise ou qu'elle est elle est française. Donc pour les enseignants, c'est important de le comprendre aussi, de se dire les chansons sur la tolérance qui se passent en fait, c'est plus à faire. On est en 2021 quoi. Faut arrêter. Voilà, c'est ça. Faut arrêter. Toujours aller chercher un ailleurs. Non mais c'est ça. Donc sensibiliser les enfants, sensibiliser les enseignants. Oui, très important. Sensibiliser les enseignants. Oui, la formation continue au sein de l'école, c'est quelque chose d'assez important aussi. Bon, je sais que les enseignants ont énormément de choses aussi à faire. Voilà. Que en fait, il y a beaucoup de choses qui sont sur leurs épaules. Mais rien que d'admettre le racisme au sein de l'école, c'est important. Mais rien que d'admettre que dans leur comportement, ils ne sont pas neutres. Tout à fait. Ça déjà, pour un enseignant, ça serait bien de se rendre compte que il discrimine, qu'il le veuille ou non dans son comportement, il discrimine. Parce que les représentations sont là, les préjugés sont là, à moins que la personne se rende compte et qu'elle fasse en sorte de limiter l'impact que ça peut avoir. Mais rien que de le reconnaître, c'est déjà être dans une démarche de changement. Chose qu'on a dû... Enfin, moi, jusqu'à présent, je n'ai pas l'impression que ce soit dans une démarche de changement. Non, mais... Non mais c'est vrai qu'il y aurait tellement de choses à faire au sein de l'école et ce qui est important c'est que tous les enfants passent entre les mains de l'école encore une fois et que les enseignants d'aujourd'hui ont été des enfants hier et que eux aussi, on va dire, ont été construits en fait au sein de cette société, ont vu en fait des choses racistes, des supports racistes. Et comme disait Ulrich tout à l'heure, on ne débarque pas à l'école en laissant tout son vécu à l'extérieur et son ressenti et ses sentiments non. Ce serait complètement utopique de croire que nos émotions n'influent pas dans nos comportements, même au travail. Nos vécus, nos connaissances, notre construction sociale. C'est ce qui fait notre être, qu'il soit pris en compte, que les biais racistes, les biais dus aux stéréotypes sont bel et bien présents au sein de l'école. Tout à fait. Et les médias que vous utilisez, les livres que vous utilisez, tous les supports. Les supports que vous utilisez,
c'est de vraiment... la simple cantine. Hein. Oui, exactement. Mais il y a énormément de cantines racistes remplies de préjugés, de stéréotypes, de white savior. En fait, il y a énormément il faudrait une refonte de tout ça, vraiment. Parce que ne serait-ce que de faire un état des lieux de tous ces supports racistes qui datent d'un autre temps, ouais. Clairement. Ce serait, c'est un appel aux enseignants, aux écoles, de se dire, ce serait bien de faire cette démarche. Voilà, une démarche à faire et pour modifier rien que la perception que les enfants ont quand ils regardent tous ces supports. Donc même si c'est pas acté dans le comportement, rien que les supports, je peux vous assurer que moi j'ai vu des cantines. Mais c'est quelque chose pour tous les enfants, parce que les enfants racisés comme les enfants non racisés, parce que dit non racisés, ça veut dire les enfants blancs, on va dire. Ils les intègrent. Il est aussi important pour les parents d'enfants blancs de s'éduquer eux-mêmes et d'éduquer leurs enfants à l'antiracisme. Voilà. Si vous avez aimé notre podcast, n'hésitez pas, comme d'habitude, à nous mettre 5 petites étoiles, ainsi que de partager autour de vous, que ça soit sur Twitter, Facebook et sur Instagram. On est encore sur Instagram. Et si vous avez des questions ou des commentaires, nous serons ravis d'échanger avec vous sur les enfants du bruit et de l'odeur, tout en attaché, @gmail.com. À très bientôt, Ulrich. Moi, quand je serai grande, je serai actrice.